LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. La patrie de Pasteur est blessée dans son orgueil. La France est le seul membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à ne pas avoir trouvé de vaccin contre la Covid-19. Ni Sanofi, ni l'Institut Pasteur n'ont été au rendez-vous. De plus, la France a raté le virage de l'ARN messager. On ne nous a pas pris au sérieux. Je pense que d'autres collègues qui ont travaillé sur l'ARN messager, comme moi au début, ont vraiment senti ça. Résultat, le pays est en retard. Mais la course n'est pas encore perdue. Des biotech françaises travaillent sur des candidats vaccins contre la Covid-19. Ces derniers pourraient déjouer les pièges des variants. On a anticipé que le virus allait se défendre. Le virus veut rester vivant. Et donc, il y avait un grand risque qu'il évolue, qu'il mute à cet endroit-là et qu'il puisse échapper au vaccin. Mais pour que ces projets se concrétisent, il faudrait rapidement trouver des financements. Alors, est-il encore possible de rattraper ce retard ? France, rendez-vous manqué avec un vaccin, c'est le thème de ce nouveau numéro d'État de santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. Aujourd'hui, on va revenir sur un fiasco douloureux. Pourquoi la France n'a pas produit de vaccin ? Plutôt, pourquoi elle n'a pas trouvé de vaccin. Comment on explique ce rendez-vous manqué et est-ce que ça peut se rattraper ? On va voir toutes ces questions avec vous, Nathalie Coutinet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste, vous êtes économiste, spécialiste dans les questions de santé. Vous, qui êtes sur ce domaine depuis des années, d'abord, est-ce que ça vous a surpris ? Parce que nous, on a découvert ça, on a découvert ce défaut français. Et vous ? J'ai envie de répondre oui et non. C'est surprenant parce que on a en France un des leaders mondiaux du vaccin qui est Sanofi, Sanofi Pasteur avec sa branche Pasteur, et puis évidemment il y a l'Institut Pasteur qui est un champion. Du coup, effectivement, je suis surprise. Après, je suis pas surprise aussi parce que l'état de la recherche en France est assez calamiteux parce que sous-financé depuis plusieurs années, et donc sans doute que ça explique en partie l'absence de vaccins français et donc la déception que nous avons tous de ne pas avoir ce vaccin produit et découvert en France. Alors pourquoi ce sous-financement ? On va y revenir. Mais d'abord, on regarde votre parcours, portrait. Nathalie Coutinet est économiste. Enseignante-chercheuse à l'université Paris-Nord, elle s'est spécialisée à la fois dans le domaine de l'économie de la santé et de l'économie industrielle. Ses travaux portent principalement sur l'analyse des stratégies des firmes pharmaceutiques. Critique du néolibéralisme économique, elle est membre du collectif des économistes atterrés. Elle est aussi co-autrice du livre « Économie du médicament » publié aux éditions La Découverte. Alors Nathalie Coutinet, ce sous-financement, donc on n'a pas assez mis d'argent sur la table. D'abord, ça date de quand ? C'est ancien, il y a une sorte de défiance depuis plusieurs années des gouvernements français successifs face à l'université et il y a un manque de confiance, un manque de financement, des financements complexes, financements qui passent par des appels d'offres qui sont souvent pas suffisamment pérennes pour que les chercheurs puissent développer leurs recherches, poursuivre leurs intuitions et pas assez de liberté aussi dans la recherche, ce qui est déjà un premier élément d'explication. Alors confiance, liberté, par exemple, on voit des différences qui sont importantes avec un pays comme les États-Unis ? On laisse les chercheurs sans doute plus libres. Ils sont aussi mieux financés, aussi beaucoup mieux payés. Il ne faut pas oublier non plus que les salaires des enseignants-chercheurs sont beaucoup plus importants aux États-Unis qu'ils ne sont en France. Donc ça entraîne une fuite des cerveaux, forcément, puisque mieux payés, meilleures conditions de travail, plus de liberté dans la recherche et plus de financement dans la recherche, on comprend que beaucoup de chercheurs fuient finalement les centres de recherche français pour aller vers l'étranger. Et là aussi, on a des exemples dans les recherches sur le vaccin
vaccin contre la Covid. Beaucoup de chercheurs français étaient impliqués, mais pas en France. Alors ce défaut de financement et d'investissement, on va justement y revenir dans un instant. Et d'abord, regardez cette infographie, ça donne tous les chiffres. Comme tous les pays européens, la France manque de vaccins contre la Covid-19. Au 26 mars 2021, 11% des Français avaient reçu au moins une première dose, contre 27% des Américains et 45% des Britanniques. Pourtant, l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni ont commandé un nombre comparable de doses par personne. Alors, d'où vient le retard français ? Pour le savoir, remontons le temps jusqu'au 17 juin 2020. La Commission européenne annonce sa stratégie commune de commande de vaccins. Son budget, 2,7 milliards d'euros, contre 8,2 milliards d'euros, soit 10 milliards de dollars pour le programme américain, qui finance déjà massivement le développement des vaccins. Et ce, depuis mars 2020. Alors pas étonnant qu'il soit servi en premier. Mais ce n'est pas qu'une histoire de montant, c'est aussi une question d'anticipation des financements. En effet, d'après le Financial Times, les États-Unis comme le Royaume-Uni ont investi en amont. Chacun a dépensé près de 7 fois plus par habitant que l'Union européenne dans le développement, l'approvisionnement et la production des vaccins contre la Covid-19. En prenant plus de temps pour négocier, les Européens auraient tout de même obtenu des prix plus intéressants que les États-Unis. Mais ils se sont exposés au risque de pénurie. Nathalie Coutinet, vous nous disiez, aux États-Unis, par exemple, on a mis beaucoup d'argent sur des gros instituts publics. C'est un peu contre-intuitif, parce que nous, en France, notre part du PIB qu'on injecte dans l'espace public est considérable, d'une part, et qu'on se disait aux États-Unis, tout passe par le privé. En fait, pas forcément. Ça, c'est des idées un peu... Oui, c'est une fausse représentation, effectivement. Oui, ouais. C'est une fausse représentation, parce que les États-Unis sont un pays dans lequel il n'y a pas de protection sociale. Ce qui domine, c'est l'idéologie individualiste, libérale. Chacun s'assure, chacun se débrouille finalement et assume les risques qu'il prend. Mais, en contrepartie, l'intervention de l'État fédéral dans l'économie est très importante et assez protectionniste. Donc, contrairement à ce qu'on pense, il y a une forte intervention de l'État dans l'économie, mais effectivement pas sur les individus. Alors c'est contraire un peu à ce qu'on connaît nous en Europe et en particulier en France. Alors je vous propose qu'on aille à Orléans, au CNRS. C'est très intéressant. Marianne Cazot, pour État de santé, a retrouvé une chercheuse qui était sur le coup, si je puis dire. Elle était sur l'ARN messager. On était presque en avance. Et puis tout s'est perdu. C'est quand même assez incroyable. Reportage signé Marianne Cazot. Cette publication marque une découverte révolutionnaire. Celle de l'ARN messager par des chercheurs français en 1961. En 1993, première vaccination de souris à base d'ARN messager synthétique, à nouveau grâce à une équipe française. Mais en 2021, aucun des vaccins utilisant cette technologie contre la Covid-19 n'est français. Alors, qu'est-il arrivé à la terre des pionniers de l'ARN messager ? Pour le savoir, direction le Centre de biophysique moléculaire du CNRS à Orléans. C'est ici que Chantal Pichon a repris le flambeau de la recherche française sur l'ARN messager. Elle a publié ses premiers résultats sur un vaccin anti-cancer dès 2007. On voit effectivement, par rapport aux souris qui ne sont pas traitées, dont on a une augmentation du volume tumoral en fonction du temps, ici on a un retard. Et même si le volume tumoral n'a pas été complètement éradiqué, parce qu'on va en voir, au bout de 26e jour, ça augmente, mais c'était prometteur, très prometteur. Malgré cela, elle est confrontée à cette époque au scepticisme de la communauté scientifique. Dans ses cartons, elle garde ses anciennes demandes de financement. Elle en cherche une qu'elle n'est pas prête d'oublier. C'était le premier projet de recherche sur l'ARN messager que j'ai déposé en 2005 en tant que jeune chercheur. Le rapporteur avait mis l'ARN messager est une molécule très fragile, il faut la pardonner parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et ça voulait dire que de toute façon la proposition que j'avais effectuée était un peu stupide. Alors pourquoi tant de dédain ? Il faut dire qu'il est effectivement fragile. L'acide ribonucléique messager est une sorte de photocopie à usage unique du message contenu dans l'ADN.
Il permet ainsi à la cellule d'avoir accès aux instructions contenues dans son noyau afin de produire une protéine, comme par exemple un anticorps. L'ARN messager se dégrade rapidement. Il a donc longtemps été laissé de côté. Pourtant, Chantal Pichon avait trouvé des solutions pour le stabiliser, mais pas de financement sur le long terme. Par rapport à d'autres collègues, eux, quand ils font des demandes de financement, ils sont soutenus pendant 5 ans. D'accord ? Donc, quand même, ils ont le temps d'aller assez loin dans ce qu'ils font. Nous, c'est 3 ans, 2 ans, hein, ce qui est quand même difficile. Car le développement de cette technologie vaccinale prend du temps, surtout lorsqu'il faut partir de zéro. Première étape, la fabrication d'ARN messager comme celui-ci. Puis, il faut trouver comment l'envelopper dans une autre molécule afin de le rendre stable, grâce à cette machine. C'est l'ARN, là c'est le mélange de lipides. De nombreux tests comme celui-ci ont été menés. L'équipe est finalement parvenue à développer une technologie et à déposer ce brevet. Mais il a été abandonné. Aucun industriel n'a souhaité l'exploiter. Il faut dire que pour un financeur, le pari est risqué. Avant la pandémie, aucun candidat vaccin à ARN messager n'avait atteint la phase 3 dans des essais cliniques. Pourtant, certaines biotech ont su prendre ces risques, mais à l'étranger. C'est le cas de CureVac, une société allemande de biotechnologie spécialisée dans l'ARN messager. Chose curieuse, elle a été cofondée par un Français. L'un des pionniers de cette technique de vaccination a été formé en France. Nous le joignons par visioconférence. Tous les pays du monde, à part l'Allemagne, a ignoré, méprisé les vaccins ARN messagers depuis le début. Donc moi, j'ai commencé en 1998 à Tübingen. On était très très seuls. On a fondé CureVac en 2000. On était très seuls, très méprisés. Tous nos articles sont publiés dans des journaux de très bas niveau, même américains. Donc c'est pour vous montrer qu'à l'époque, ce n'était pas que la France qui a ignoré l'ARN messager qui est passé à côté, c'est le monde entier. Pourtant, 20 ans plus tard, CureVac développe un vaccin prometteur contre la Covid-19. De quoi faire rêver les équipes du Centre de biophysique moléculaire. Chantal Pichon espère que le temps de l'ARN messager est enfin venu. La pandémie, la SARS-CoV-2 nous a permis de développer une nouvelle modalité thérapeutique qui est très intéressante, qui a énormément de potentialités et voilà. Donc dans ce monde sombre, il y a quand même un peu de lumière. Une éclaircie qui pourrait profiter à son équipe et à ce nouveau projet. L'objectif ? Fabriquer de l'ARN messager naturellement et localement pour ne plus dépendre de fournisseurs de réactifs à l'étranger. Voilà qui pourrait être utile en cas de pandémie. Alors c'est vrai que cette affaire, cette histoire, on l'avait pas tellement racontée jusque-là, c'est assez sidérant alors pour le coup. Alors c'est sidérant, il y a un problème de financement de la recherche puisque on n'a pas fait confiance à cette chercheuse, personne n'a fait confiance. Par parenthèse, c'était une femme, ça peut jouer ou pas ? Ça peut jouer. Petit clin d'œil. C'était une femme, elle était jeune, peut-être qu'elle n'avait pas le nombre de publications qui lui permet d'avoir une reconnaissance académique suffisante. Et du coup, elle n'a pas été financée. Ses projets de recherche ont été mal évalués, sous-évalués, pas compris. Et donc là, on est dans les travers tout à fait de cette recherche par projet, où chaque équipe de recherche doit monter des projets. Ensuite, ces projets seront évalués en fonction de la reconnaissance du chercheur, aussi de la sensibilité de l'évaluateur. Et on voit que du coup, un certain nombre de projets vont passer à la trappe, et pas forcément parce qu'ils sont moins bons que ceux qui sont financés. C'est vraiment désolant cette démonstration. Vous disiez, il aurait fallu maintenir un niveau de financement très élevé de la recherche, garder nos chercheurs, etc. Mais il y a eu un autre niveau d'intervention des pays face à cette course au vaccin, c'est en début 2020, quand il a fallu donner un coup de rein, si je puis dire. Et là, mettre des milliards sur la table. On a l'image de Trump qui immédiatement met des milliards parce qu'il y croit. Ça aussi, côté français, ça n'a pas été fait ? Alors, oui. Côté européen, mais côté français. Ah bien sûr, on est sans doute un des pays qui a le moins financé la recherche vaccinale, et d'ailleurs, la situation dans laquelle on est, en termes d'approvisionnement de vaccins, illustre sans doute ça. Les États-Unis ont mis, via leur bras armé, le bras armé du ministère de la Santé, la BARDA, des milliards de dollars sur la table. On l'évalue entre 10 et 15 milliards de dollars qui ont été mis sur la table par mais tout de suite, par Trump. Tout de suite. Sanofi a touché du gouvernement américain 2,1 milliards de dollars.
tout de suite. Bon, alors ils n'ont pas trouvé, mais ils n'ont rien touché du gouvernement français. Enfin, directement, hein, il y a des aides, mais directement. Le gouvernement du Royaume-Uni a mis aussi des milliards sur la table, très vite, tout de suite. Le Royaume-Uni, tout seul, a mis quasiment autant d'argent que l'Europe dans son ensemble. Donc, on voit quand même que ceux qui ont beaucoup financé, et c'est logique aussi, hein, ceux qui ont beaucoup financé ont eu beaucoup de vaccins. Mais c'est normal que l'argent public qui est dépensé serve ensuite à la population pour être vacciné. Alors, il y a la partie publique. On a bien compris, le gouvernement n'a pas réagi et tous les gouvernements, depuis des années, ont sous-financé. Maintenant, il y a la partie privée. Et on ne peut pas ne pas aborder le fait que, vous le disiez tout à l'heure, la France est quand même le pays aussi de l'industrie pharmaceutique. Alors, côté privé, qu'est-ce qui a manqué, Nathalie Coutinet ? Alors, Sanofi a été parti sur son vaccin contre la grippe, qui était plutôt une stratégie intelligente, et ils ont fait une erreur de réactif banale. Maintenant, tout le monde le sait, une erreur de débutant. Et puis, alors, sans doute, par contre, l'erreur stratégique qu'a fait Sanofi, c'est de ne pas avoir développé de vaccin ARN messager. Parce qu'ils avaient une association avec une biotech qui s'appelle Translate Bio, qui faisait de l'ARN messager depuis 2018, et c'est assez surprenant qu'ils aient pas tout de suite mobilisé cette biotech. Si on avait trouvé un vaccin, ça aurait été une fierté, évidemment. Qu'est-ce que ça aurait changé, nous, alors très basiquement, dans la vitesse de la campagne vaccinale ? Ça aurait été un élément clé. D'abord parce que la Commission européenne a beaucoup commandé du Sanofi. Dès le départ, beaucoup d'AstraZeneca, mais aussi beaucoup de Sanofi. Donc, c'est autant de doses perdues au départ. C'est autant de doses qu'on n'a pas eues. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui bloque et ce qui manque, c'est des doses. Et plus on a de vaccins, plus on a de doses. Et donc, plus on peut vacciner de personnes. Est-ce que c'est rattrapable ? Alors, je vous propose justement, vous l'évoquiez, qu'on aille du côté de Valneva, de ces petites entreprises qui essayent de monter dans le train, si je puis dire, de trouver des nouveaux vaccins. Reportage Marianne Cazot. Vladimir Poutine annonce que la Russie a développé le premier vaccin contre le coronavirus. Juste après les Américains et les Russes, les Britanniques dévoilent donc leur vaccin AstraZeneca sur une... Sans vaccin français, la patrie de Pasteur a de quoi rougir. Mais la course n'est pas forcément perdue. Du moins, c'est ce que l'on croit ici, à Nantes. Car la ville héberge 2 coureurs de fond, Valneva et OSE Immunotherapeutics, 2 biotech qui développent des vaccins contre la Covid-19. Ici, le directeur scientifique espère une mise sur le marché à la fin de l'année 2021, soit 1 an après les premiers vaccins. On n'est pas une société qui travaillait historiquement sur la vaccination infectieuse. Et donc, on ne s'est pas jeté dans la crise et dans la course un peu folle à ces vaccins. Par contre, on a pris conscience mi-mars, donc il y a à peu près 1 an, maintenant jour pour jour, que tous les vaccins qui étaient développés par les industriels avaient tous plus ou moins la même stratégie. Faire des anticorps contre cet antigène unique de la spike. Et en même temps, on a cette culture immunologique, donc on regarde le problème sous un autre angle et on a anticipé que le virus allait se défendre. Le virus veut rester vivant. Et donc, il y avait un grand risque qu'il évolue, qu'il mute à cet endroit-là et qu'il puisse échapper au vaccin. Nicolas Poirier a donc misé sur l'étude des variants du SARS-CoV-2. Et pour mieux comprendre pourquoi cela a pris du temps, il nous montre cet outil informatique qui répertorie tous les séquençages du virus. Chaque couleur, ce sont des variants différents, avec ici une échelle de temps. Donc plus on s'éloigne, plus on est proche d'aujourd'hui et là, plus on est à l'origine du virus. Ici, par exemple, le variant anglais. Il a fallu du temps parce qu'en fait, quand on démarre la course au vaccin, on est ici. On est ici, on a une seule séquence. Donc il a fallu attendre pendant ces 6, 7, 8 mois de voir comment le virus s'adapte, où est-ce qu'il s'adapte, où est-ce qu'il évolue. Et à l'inverse, quelles sont les régions très conservées qu'il ne modifie pas parce qu'elles sont vitales pour lui. Et donc c'est là où on a décidé de l'attaquer. Voici ces zones stables du génome, ciblées par le vaccin. Et la technique d'immunisation choisie a été aussi plus longue à développer. Les chercheurs n'ont pas travaillé avec des anticorps, mais avec des cellules. On a l'anneau ici, là où on va avoir donc les lymphocytes que je vais pouvoir récupérer. L'objectif, générer une réponse immunitaire mémoire potentiellement plus longue que celle obtenue avec les premiers vaccins. Tous ces délais étaient donc prévus. Mais nous sommes déjà en mars, et pour commercialiser le vaccin avant la fin de l'année, les choses se compliquent. Nicolas Poirier attend impatiemment la prochaine étape, l'autorisation de l'Agence de sécurité du médicament pour commencer les essais cliniques. Des tests qui demandent beaucoup d'investissement,
entre 300 et 400 millions d'euros par exemple pour la phase 3, sans parler de la production industrielle. Pour éviter les contretemps, tout doit être pensé en amont. L'enjeu aujourd'hui, il est vraiment de démarrer les essais cliniques, mais d'anticiper la phase d'après. Il ne faut pas attendre d'avoir les résultats positifs pour se poser la question comment on finance la phase d'après. Est-ce que ça prend du temps de pouvoir lever de tels financements? Ce serait catastrophique d'arriver en fin d'année avec un succès positif, un vaccin qui marche sur tous les variants, et de ne pas être en mesure de pouvoir proposer une campagne de vaccination, faute d'anticipation et de financement sur la phase de production à l'échelle industrielle. Il compte sur les pouvoirs publics pour investir dans ce vaccin français. Les discussions avec le gouvernement sont en cours. Mais il faudra faire vite, sinon il pourrait faire comme Valneva, la biotech voisine. Ici, les essais cliniques ont déjà commencé, mais grâce au soutien britannique. Il nous fallait trouver cet argent pour financer les essais cliniques, pour financer la construction d'un nouveau bâtiment, pour augmenter nos capacités de production. Et en fait, le gouvernement qui a réagi le plus vite et qui nous a apporté une solution complète a été le gouvernement du Royaume-Uni. La France n'a pas été assez réactive. Le vaccin à virus inactivé développé dans ces laboratoires sera donc produit près d'Édimbourg. Les doses seront livrées en priorité aux Britanniques. Voilà qui risque de retarder sa commercialisation en France. Pour qu'un vaccin tricolore passe la ligne d'arrivée, il faudra donc encore attendre. Mais la relève s'organise, tout n'est pas perdu. Nathalie Coutinès, ce raté Valneva, la faute à qui? Alors, c'est pas un raté, parce qu'ils ont découvert un vaccin, oui, donc c'est une réussite technologique. Ouais. Mais effectivement, c'est un raté, parce que le gouvernement français n'a pas été capable de mettre suffisamment d'argent, et que c'est finalement le Royaume-Uni qui est capable de mettre plus d'argent. Donc on voit manque d'audace, manque de confiance, on en parlait au départ. Tout à fait, manque de confiance, manque de prise de risque. On voit que ces startups, même quand elles sont extrêmement dynamiques, extrêmement inventives, eh bien elles ont des difficultés en France à trouver des financements et qu'elles vont aller les trouver, alors là au Royaume-Uni ou alors aux États-Unis. Et on voit aussi le rôle qu'elles jouent aujourd'hui dans la recherche pharmaceutique, où les gros laboratoires, ce qu'on appelle les big pharma, eh bien délèguent ces phases de recherche très pointues dans ces petites startups qui vont prendre à la fois les risques financiers, mais aussi les risques économiques, les risques d'échec. Et les big pharma ne récupéreront les molécules que si elles sont profitables pour ensuite faire les phases de test. C'est l'exemple de Pfizer et BioNTech, par exemple. Alors, comment réparer toutes ces erreurs? C'est la tradition dans cette émission. Vous posez, vous l'invité, une question à un député, en l'occurrence Gérard Lezeul. Vous avez eu envie de l'interpeller sur la possibilité d'une agence européenne? L'Europe est en train de mettre en place quelque chose qui ressemble à ce qui existe aux États-Unis, la BARDA, pour justement financer collectivement et du coup mieux et de manière plus importante la recherche dans le secteur pharmaceutique. Est-il d'accord avec cette initiative? On écoute le député. C'est une bonne chose que l'Europe se dote d'un même outil pour financer, accompagner la recherche, notamment dans les sciences biologiques et dans les vaccins, c'est une évidence. Maintenant, la BARDA a à la fois un budget annuel d'1 milliard d'euros, un peu plus, 1,2 milliard d'euros, mais a réussi à mettre 10 milliards sur la table pour financer la recherche. Donc l'Europe doit faire aussi les mêmes efforts, avoir un budget annuel conséquent et en même temps être en capacité de faire plus lorsqu'il le faut. Nathalie Coutinès, d'accord, l'Europe, mais on a bien vu que par exemple dans les commandes de vaccins, ça n'a pas été très bien piloté. Comment s'assurer que ça suive derrière? Alors moi je dirais que les commandes groupées c'était une bonne idée. Et pour une fois, l'Europe était dans la coopération. Il faut rappeler quand même que c'est pour ça qu'on a créé l'Europe, c'est pour coopérer. Et donc là on coopérait,
on commandait collectivement des vaccins, ce qui permettait d'avoir des prix un petit peu moins élevés, et puis d'avoir une répartition qui était une répartition par population et non pas par niveau de richesse du pays. Donc il y avait quelque chose de coopératif. De vertueux. Voilà, de vertueux. Alors après, il y a évidemment eu des erreurs, une sous-estimation des difficultés de production, peut-être un peu de manque de transparence dans des discussions qui ont été posées, et puis aussi, à mon sens, un respect trop important de la propriété intellectuelle, du brevet, qui aujourd'hui empêche finalement d'autres acteurs de produire. Donc, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques, ils disposent de brevets mondiaux entre 20 et 25 ans sur les brevets, sur les médicaments qu'ils découvrent. Et ça empêche l'accès, puisque en fait, ça ne permet pas, sauf si le détenteur du brevet est d'accord, de produire des médicaments ou des molécules. Et on voit qu'aujourd'hui, la question du vaccin, ce grand problème d'approvisionnement du vaccin, c'est parce qu'il n'y a pas assez de producteurs. Et il n'y a pas assez de producteurs parce que les laboratoires n'ont pas accepté de partager et de faire produire leurs molécules, même contre une rémunération, par d'autres acteurs. Et je pense que la question qu'il va y avoir derrière cette grande institution européenne, qui me semble être très positive, parce que ça va amener du financement collectif, et puis peut-être plus de coopération, restera posée la question de la gestion des brevets par cette grande agence qui va s'appeler l'ERA, si elle est montée, si les choses vont à leur terme, mais qui pourrait être un relais de financement pour les start-up et pour résoudre le problème finalement qu'a rencontré Valneva. Alors, ça va être un grand enjeu, la souveraineté nationale. On va beaucoup en parler sans doute à l'occasion de la présidentielle. Je ne veux pas vous piéger, mais enfin, vous seriez aux manettes. Allez, les 2-3 premières mesures que vous prenez pour qu'on tire les leçons de ce fiasco français. Mieux financer la recherche, privilégier les universités et leur redonner confiance, leur permettre de jouer le rôle, et en particulier dans le domaine de la santé, d'être l'élément qui permet la découverte des molécules qui seront ensuite exploitées et développées. Mais de faire confiance à l'université. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné toutes ces pistes. Nathalie Coutinet, merci d'avoir participé à ce numéro d'État de santé. Merci à vous de l'avoir suivi. Et à très vite, à très bientôt. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.